la République d'alors, membres du gouvernement, mais aussi de prendre un décret pour fixer leurs attributions. Avez-vous pris un ou des décrets pour fixer les attributions de vos différents ministres, comme on l'a connu sous le règne actuel du CNRD? Vous l'avez fait? Je ne saurais répondre à cette question, maître. L'avez-vous fait, oui ou non? Parce que c'est extrêmement important. Vous savez, il y a toujours votre défense qui nous inspire. On a eu à parler des délégations de pouvoir. On a eu à soutenir que vous, en tant que président, vous êtes délégant et que vos ministres sont des délégataires. Mais il faudrait que les conditions de la délégation soient claires et précises. Et ces conditions de la délégation ne peuvent résulter que des attributions clairement définies par vous. Avez-vous pris des décrets dans ce sens? C'est pourquoi je pose la question. Oh, maître, ici nous sommes dans un cadre très précis concernant les événements du 28 septembre. Deux ministres qui ont assumé leur rôle. Le ministre de la Santé, je n'avais pas besoin d'apprendre le rôle du ministre de la Santé, et le ministre de la Justice, garde des Sceaux à l'époque, qui a aussi pris des dispositions. On parlera du ministre de la Justice, mais pour le moment, moi, mon problème est au niveau de la définition des attributions de vos ministres. Est-ce que vous avez eu à prendre un acte ou des actes dans ce sens? C'est ce que je veux savoir. Je ne peux pas vous faire des démonstrations par rapport aux attributions. Je ne saurais vous le dire, maître. Ok, merci. Alors, dans ces conditions, et savez-vous qu'en dehors d'un tel décret ou d'un acte ou des actes définissant clairement les attributions des membres de votre gouvernement, qu'aucun ministre ne saurait répondre en vos lieux et places d'une quelconque délégation, parce qu'en droit, la délégation ne se présume pas, elle doit être prouvée. Maître, j'estime que c'est aussi élémentaire que ça. Quand on parle de délégation de pouvoir, ça veut dire quoi? D'un chef d'État. Il y a plusieurs départements. Est-ce que le chef de l'État, dans la coordination de la gestion de l'État, est-ce qu'il peut s'occuper du ministère de la Santé? Est-ce qu'il peut en même temps s'occuper du ministère de la Justice? Ainsi de suite. Parce que on parle de délégation de pouvoir. Le ministre lui-même, quelqu'un ne viendra pas dire que bon voilà, je suis ministre, j'occupe tel poste. S'il l'intéresse un poste, il sait à quoi il doit faire. Donc c'est aussi élémentaire que ça, en matière de délégation de pouvoir. Ça veut dire que le chef de l'État qui est là ne peut pas faire toutes les fonctions de tous les départements ministériels. Ce n'est pas aussi élémentaire que vous le pensez. On a vu votre ministre de la Sécurité présidentielle qui a été
incapable de nous dire quelles étaient ses attributions, qui parfois s'érigeait en officier de police judiciaire, parce que vous n'avez pas préalablement défini les attributions qui devraient être pour chacun des ministres. Donc on va continuer, et je crois que cette question, on en a largement discuté. Alors, vos avocats ici ont eu à mettre à votre actif la création des commissions d'enquête nationales et internationales. Êtes-vous d'accord avec eux? La commission d'enquête nationale et internationale, oui, qui est à l'initiative? C'était à mon initiative. Ok, d'accord. Et la commission d'enquête internationale? C'est moi qui ai sollicité de faire appel à la commission internationale et nationale. Voilà. Donc, vous assumez que vous êtes bien celui-là qui a fait appel à toutes ces commissions. Dans ces conditions, alors ne trouvez-vous pas contraire la démarche de vos avocats qui articulent déjà des griefs contre le rapport de la commission d'enquête internationale? Oui, mais j'ai été clair ici. J'ai dit des avocats que vous êtes, tous tant que vous êtes des professionnels. Et le professionnalisme signifie beaucoup de choses. Si un avocat, ça peut être mes avocats, ça peut être de la partie civile ou de la défense, s'ils arrivent à porter du doigt certains passages par rapport à une quelconque commission nationale et internationale, il sait pourquoi il le fait. Et certes, il aura l'occasion de dire pourquoi il a fait, parce que c'est le professionnalisme. Je ne peux pas réfléchir ou penser à la pensée des avocats. Nous, moi, je ne dis pas nous, moi, je suis un accusé. J'ai affaire à des professionnels. Monsieur Camara. Oui, maître. Vos avocats ont également fait état d'une ordonnance portant création de la commission d'enquête nationale qui date du 30 octobre 2009. En même temps, ils ont fait état d'un décret signé, c'était à la même date, portant nomination des membres de cette commission. Oui, maître. Voilà. Et alors, vous reconnaissez bien que c'est bien le 30 octobre 2009 que vous avez signé ces actes? Oui, maître. Très bien. Saviez-vous que les membres de la commission d'enquête nationale n'ont prêté serment que le 2 novembre 2009? Bon, le serment, je ne le sais pas, mais ce que je sais, oui. J'ai créé la commission. Ok, voilà, pardon, c'était le 3 du juin. La lecture de la page 5 du rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante. Oui, maître. Page 5, les membres de la commission ont prêté serment le 3 novembre 2009. Oui, maître. Voilà. Maintenant, je vais vous poser une question, puisque au moment où le massacre du 28 septembre 2009
a été commis. La République de Guinée avait des textes de loi. La République de Guinée avait des services de police judiciaire compétents en matière d'enquête. Alors, pouvez-vous nous dire, entre le 28 septembre 2009 et le 3 novembre 2009, date à laquelle les membres de cette commission ont eu à prêter serment pour pouvoir ouvrir les enquêtes autour de ces dossiers, quelles étaient en ce moment les institutions judiciaires qui étaient en charge des enquêtes avant cette date? Oui, maître. Une commission, lorsqu'on émet une idée, lorsque j'ai émis cette idée pour la création de la commission, le ministre garde des Sceaux devrait procéder à la sélection des membres qui devraient composer cette commission étant compétent. Alors, donc, moi, j'ai joué mon rôle maître. Mon capitaine, là, Oui. ne trouvez-vous pas qu'il s'était écoulé, pour ne pas dire, je ne dirais pas assez de temps, mais trop de temps, entre la commission des infractions et l'ouverture des enquêtes? Les crimes ont été perpétrés à la date du 28 septembre. Mais les membres de la commission n'ont prêté serment que le 3 novembre. Alors, durant tout ce temps, et pendant ce temps, vous avez restitué les corps. Pendant ce temps, aucune enquête n'a été menée, aucun rapport d'autopsie. Et pendant ce temps, c'est vous qui venez devant la presse pour dire que les cas de mort survenus, c'est par voie de bousculade, c'est par voie d'asphyxie. C'est vous qui expliquez ça. Alors, pourquoi avez-vous empêché que les enquêtes soient ouvertes dès les premières heures de ces crimes? Mais maître, je n'ai pas empêché. J'avais la justice et j'ai pris la volonté. Pourquoi il n'a pas fonctionné? Il y avait la justice, pourquoi il n'a pas fonctionné? Mais maître, elle n'a pas fonctionné. non, je pense que... Et pendant ce temps, toutes les preuves ont été dissimulées. Le stade a été nettoyé. Oui, maître, laissez-moi aller au bout de mes Oui, idées. allez-y. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Ok. Moi, j'ai eu la volonté, j'ai donné des instructions au ministre, la création d'une commission nationale parallèlement à la commission internationale. Alors, je ne suis pas technicien. Je ne suis pas technicien. Je ne suis pas un procureur. Je ne suis pas un juge d'instruction. Si il y a eu du temps, est-ce ma faute? Non. Si. Mais vous n'êtes pas un technicien, vous n'êtes pas procureur, vous n'êtes pas juge, mais c'est vous qu'on voit à la télé, un point de presse, en train de dire il y a eu des morts par tel. De quel service? Permettez-moi. Parce que les dispositions du Code de procédure pénale, et celles de maintenant, sont pratiquement les mêmes. Dès lors qu'il y a des cas de mort, des enquêtes doivent être immédiatement ouvertes. Mais voyez-vous que lorsque vous-même, vous êtes là, en train de faire le travail des enquêteurs, vous ne pensez pas que votre comportement était de nature à inquiéter les autorités judiciaires pour prendre en charge le dossier? Non, maître. Au contraire, c'est tout à fait le contraire de ce que vous êtes en train de dire. Par rapport au cas, par exemple, des corps qui étaient déjà à la morgue,
il était un devoir pour moi, en fonction du rapport, du compte rendu que le ministre de la Santé a eu à me faire, je n'ai pas inventé. Je lui ai demandé. Et le cas des tirs à balles réelles ou des cas de bousculade, ou ainsi de suite, je ne l'ai pas inventé. Moi, je me suis référé à son compte rendu. Monsieur Camara, je voudrais vous dire que même dans un quartier, dès qu'on découvre un cadavre, le citoyen lambda sait qu'on doit faire appel à la police pour des fins d'enquête. On n'a même pas besoin d'être juriste pour ça. À plus forte raison, être président de la République. Et vous avez eu à vous occuper de ces cas de mort avec des militaires en écartant complètement les autorités judiciaires. C'est après avoir procédé à la restitution des corps, après avoir nettoyé le stade, après avoir tenu votre point de presse au cours duquel vous pointez un doigt accusateur sur les leaders comme étant les responsables de ce qui est arrivé, que vous avez mis en place votre commission d'enquête. Est-ce que le peuple comprendra ça, mon capitaine? Oui, si vous dites le peuple, je pense que la loi, les juges comprendront ça, les procureurs comprendront ça. Moi, je n'avais pas affaire à un policier, comme vous le dites, dans le quartier. C'était un problème national. Et à ce que je cherche, les policiers ou gendarmes, c'est des auxiliaires de la justice. Alors, moi j'avais affaire avec la haute hiérarchie judiciaire, d'où le ministre de la Justice lui donnait des instructions, prendre des dispositions pour les enquêtes. Donc, capitaine, on va continuer. Alors, je retiens que simplement la justice n'a pas fonctionné. Vous l'avez empêché de fonctionner pendant cette période. Alors, et je vais continuer. Vous avez mis en place cette commission d'enquête. Mais, pourquoi vous ne lui avez pas facilité le travail? Pourquoi? Mais maître, il n'y a pas un seul citoyen, et la liste que j'ai fait état devant le tribunal où le président, j'ai demandé si je pouvais citer la liste des éléments. Vous ne trouverez aucun élément, aucun cadre vous disant à l'époque j'ai fait une ingérence ou je les avais empêchés de ne pas faire leur travail. Maître. Mon capitaine, je voudrais relever, et ce n'est pas moi, c'est le rapport de cette commission nationale d'enquête indépendante en sa page 7 où il est clairement mentionné que vous n'avez pas accepté d'être entendu par la commission. Et vous savez que lorsque, en tant que premier magistrat, vous participez, vous prenez l'initiative de la mise en place d'une telle commission, vous aurez dû être le premier à donner le bon exemple. Pourquoi vous n'avez pas accepté d'être entendu par cette commission? Pourquoi? Non, maître. Si j'ai accepté m'entretenir avec la commission, une commission internationale,
qu'est-ce qui pouvait m'empêcher dans mon pays que de refuser que je puisse, qu'on puisse me demander la preuve. Et quand je n'étais plus là, cette commission a bel et bien travaillé et la suite, je l'ai suivie sur les masses médias. L'aboutissement et la fin de leurs travaux. Mon capitaine, et lorsque vous prenez la page 7 du rapport de cette commission nationale d'enquête indépendante, il ressort clairement ceci. Au nombre des difficultés rencontrées par elle, l'impossibilité pour la commission nationale d'enquête indépendante d'auditionner le président et le lieutenant Boubacar Sidiki Diakité Ditumba, qui figurait pourtant dans le programme de la commission nationale d'enquête indépendante. Vous voyez, ce n'est pas une invention de ma part. Ensuite, mon capitaine, puisque on vient de finaliser. Ensuite, est-ce que vous saviez que votre attitude consistant à vous ériger déjà en avocat de ceux qui ont perpétré ces crimes odieux et en donnant même le bilan et en tirant à balles réelles sur tous ceux qui voudraient soutenir une thèse contraire, que cela a fini par amener tout le monde à ne plus avoir confiance en vous et encore moins à cette commission d'enquête nationale que vous avez mise en place, raison pour laquelle il y a eu des méfiances à l'égard de cette commission. Vous le savez, les citoyens se sont méfiés de cette commission à cause de votre attitude. Vous le savez? Ce que vous dites, oui. Maître, oui. C'est votre pensée. Je ne peux pas vous l'empêcher de ne pas dire ce que vous le dites. Est-ce que vous savez que toutes les corporations, unanimement, ont refusé de siéger à cette commission? Vous le savez? C'est l'une des explications. Vous le savez? De toutes les façons. Le barreau y compris. S'il vous plaît, maître. Oui. Ce qui est le plus important. Oui, c'est ça. Si tous les éléments n'ont pas voulu siéger, ce n'était pas de ma faute. Ok, je continue. Et deuxième explication aussi, que votre attitude ne rassurait personne. Au contraire, on s'est méfié de cette commission. Alors, dans le même rapport et à la même page 7, il est dit clairement, malgré tous les efforts, aucune femme victime de viol ne s'est présentée devant la commission. Vous voyez que votre comportement n'était pas du tout de nature à faciliter le travail de cette commission. Je poursuis. Vous pouvez me laisser répondre. Oui, vous pouvez y aller, allez-y. Voilà, vous dites, vous-même vous le dites, c'est moi qui aurais obligé les femmes victimes ou violées d'insister de venir voir la commission, du moment que je n'ai vu aucune femme ou aucun groupe de femmes me dire qu'elles ont été violées et voilà, on a des problèmes. Est-ce là ma faute? Non. Un président doit assurer par ses gestes et paroles. Je continue. Alors, et en raison de tout ce qui prévalait à l'époque comme menace, est-ce que vous n'avez pas reçu des pressions
qui ont réellement abouti contre votre volonté à la mise en place de la commission d'enquête internationale. Des personnes qui m'ont influencé. La question, reprenez là. Oui, non, je demande. Et puisque lui, il ne rassurait plus, ni lui, ni sa commission d'enquête nationale. Alors, il y a eu des pressions. Hein? Est-ce que ce ne sont pas ces raisons qui ont prévalu à la mise en place de la commission d'enquête internationale? Non, maître. Et non une volonté politique de votre part. Non, maître. Je vais... Pour encore, ok. Pour encore rafraîchir, maître, votre mémoire, vous savez que il faut avoir le courage. Sinon, dans beaucoup de pays, c'est quelques rares chefs d'État qui acceptent l'arrivée d'une commission internationale. Si cette commission internationale ou la communauté internationale n'a eu aucune pression, aucune influence pour pouvoir prendre cette décision. C'est moi qui ai pris la décision sans aucune pression à l'intérieur ni à l'extérieur, maître. Laissez-moi vous en fournir la preuve contraire à travers un acte qui a été produit ici par votre défense et dont mon éminent confrère, Maître Ahmad Diesba, avait fait état la semaine dernière. Et il ressort clairement des points contenus dans ces documents. Je parle plus précisément de la page 2 de ces documents et en son point 1.8, commission d'enquête internationale. Les deux parties souscrivent pleinement à la création par l'Organisation des Nations Unies d'une commission d'enquête internationale chargée de faire la lumière sur les éléments de septembre 2009 et s'engagent à faciliter le traitement judiciaire des actes de violence ayant entraîné des morts, des blessés et des destructions de biens. Elle s'engage à coopérer avec la commission d'enquête internationale. Donc, vous comprenez que, contrairement à ce que vous dites, c'est cela la réalité. On poursuit. Et à présent, je voudrais, mon éminent confrère va accepter de communiquer un article d'un journaliste investigateur et du nom de Abdullah. Vous donnez copie. Pardon. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais qu'il distribue ça. Alors, merci bien. Alors, et ce journaliste a eu à recevoir l'un des éléments du salon de votre aide de camp, M. Aboubakar Diakité Ditumba. Alors, il se trouve qu'il s'agit de l'adjudant-chef qui se nomme Nabi Issa Touré dit Bangolé. Vous le connaissez? Nabi Issa Touré dit Bangolé. Dit Bangolé. Non, maître. Ok, voilà. Et il a accordé une interview au journaliste Abdou Latif Diallo. Je voudrais que nous en parlons un peu, Monsieur le Président. Alors, dépêche Guinée. L'adjudant-chef Bangolé revient sur la mort atroce de Bégré et Jeannot Destin. Interview exclusive. De nombreuses spéculations gravitent autour de la mort de Bégré et Jeannot Destin, alors que leurs familles respectives n'ont jamais pu se recueillir
sur leur tombe depuis leur disparition en 2009. Dans une interview exclusive, l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, un de leurs co-détenus, lève un coin du voile sur la mort cruelle de ses amis. Alors, comme première question, de dépêcheguinée.com, merci de vous présenter à nos lecteurs. Et l'adjudant-chef Nabi Issa Touré répond: je suis l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, dit Bangolé, commando chinois, ex-garde du commandant Toumba Diakité en 2009. Vous faisiez partie, deuxième question, vous faisiez partie des éléments de la garde du salon du commandant Toumba Diakité en 2009. À ces titres, avez-vous participé aux événements du 28 septembre? Non. Le jour de la marche du 28 septembre, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité avait laissé la consigne à tous ces éléments de ne pas bouger. Donc, nous étions tous en place. À partir de ma position, j'ai vu Marcel et son équipage bouger pour sortir du camp. Et une heure après, nous avons vu le commandant Toumba, qui était couché, descendre. Il a pris sa voiture avec Fromo et ils sont partis. J'ai informé Jeannot Destin, qui était le commandant du salon de Toumba, que le patron est sorti. On a ainsi pris une voiture pour le rattraper, mais on ne l'a pas vu, puis on s'est retourné. Autant dire que vous n'avez pas été au stade. Non, on s'est limité à l'aéroport pour ne pas le désobéir, puis on s'est retrouvé au stade. Alors, en lisant ces documents, vous comprenez que M. Aboubakar Diakité Toumba était bel et bien sorti avec M. Fromo, oui ou non? C'est la question. Oui, première question. C'est votre client qui l'a dit, qu'il est sorti avec Fromo. Je ne peux pas répondre à sa place. Très bien. Et vous comprenez également que, comme M. Aboubakar Diakité Toumba, il a eu à dire ici, que ces derniers confirment également que lui-même, il avait demandé à tous ces éléments de ne pas bouger, de ne pas sortir ces jours. Vous comprenez cela? Oui, maître, je n'ai pas de commentaire. C'est une déclaration, je n'ai pas de commentaire à faire. Je ne peux pas parler à la place du monsieur qui est en train de... que vous êtes en train de retracer comme c'est dit. Ok. On va continuer. Lorsque vous prenez, vous poursuivez, et la troisième question, vous n'êtes pas en train de couvrir votre patron par hasard? Non, pas du tout. Je n'ai aucun intérêt à le couvrir. À cause de lui, j'ai failli mourir. Donc je ne vais pas le couvrir. Aucun de nos éléments n'a bougé ces jours. Le patron est sorti avec Fromo et les éléments, aucun élément n'a bougé ce jour. Le patron est sorti et il est revenu avec lui. On nous apprend que dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009, l'ambiance était bon enfant à la présidence avec les nouvelles recrues de Kaléa. Le confirmez-vous? Oui, effectivement, Marcel avait commandé une camionnette de bière à la Sobragui. Donc, avec les jeunes recrues, nous avons bu jusqu'au petit matin. Ces jeunes recrues de Kaléa étaient là pourquoi? Je ne saurais vous le répondre avec exactitude. C'est qu'il faut savoir, quand on recrute un militaire après la formation, on vous envoie au camp. Alors, on accuse ces jeunes d'avoir participé au massacre du 28 septembre. Je ne peux
dire que c'est vrai, tout comme je ne peux dire non plus que c'est faux. Mais j'ai remarqué que dans la soirée du 28 septembre, il y avait plusieurs blessés parmi eux. Je ne sais pas où ils ont été blessés. Alors, la question que je vais vous poser, vous ne trouvez pas une concordance nette entre ces déclarations de Nabi et celle de Alpha Amadou Baldé, qui a eu également à déclarer dans son procès verbal d'interrogatoire qu'à la date du 30, il y avait des recrues blessés au camp. Et lui aussi, il vient de confirmer la même chose. Ne trouvez-vous pas une concordance sur la présence des recrues blessés au camp après les événements du 28 septembre? Maître, vous avez même répondu à ma question. Okay. Vous avez répondu à ma question. Okay. Dieu merci. Tout en exprimant la réponse du monsieur, il ne saurait confirmer. C'est vous qui l'avez dit. Donc, par rapport à cette déclaration, je ne saurais confirmer. Parce que vous avez fait allusion même à cette partie. Donc, je ne saurais confirmer, comme vous l'avez dit, si c'est vrai ou pas. C'est la même question que je vous retourne, maître. Il y avait une ambiance bon enfant à la présidence, des recrues qui étaient en fête. Il y avait de l'alcool qui était en l'air. Vous n'avez pas su leur présence ces jours-là? Non, maître. Ok, on passe. Je continue. Alors, pourquoi les événements du 3 vous a trouvé à Kamsar? Depuis la prise du pouvoir par le CNDD, le 23 décembre 2008 jusqu'à novembre 2009, Jeannot Destin, commandant du salon de Toumba, n'avait jamais eu la permission d'aller voir ses parents. Et le 30 novembre 2009, il a bénéficié d'une permission d'aller rendre visite à sa maman qui était malade. Donc, nous avons bougé le 1er décembre pour l'accompagner à Kamsar, où nous sommes rentrés vers 18 h. Et notre départ pour Kamsar était officiel. Expliquez-nous les circonstances de votre arrestation à Kamsar. Quand Toumba a tiré sur Dadis le 3 décembre 2009, au camp, alors, commence notre présence à Kamsar, a instruit au commandant du camp militaire Claude Pivy de Boké de nous arrêter. Nous avons été informés vers 19 h que Toumba a tiré sur le président et le lendemain, vendredi 4 décembre, dans les environs de 6 h du matin, plusieurs pick-up remplis de militaires ont fait une descente sur les parents de Jeannot Destin. On nous a arrêtés et conduits au camp d'infanterie de Boké. Est-ce que vous avez été brutalisé ou torturé lors de votre arrestation et pendant votre détention au camp de Boké? Notre arrestation a été très brutale. Je ne sais pas quelle consigne qui a été donnée à l'unité qui était venue nous arrêter, mais on a été arrachés comme des fagots de bois pour nous mettre dans les pick-up. Direction camp d'infanterie de Boké, alors qu'on n'avait pas résisté pendant notre arrestation. Parce qu'on ne se reprochait de rien. C'était le début des descentes aux enfers. Vous êtes arrivés quand à Conakry? Nous sommes arrivés à Conakry le même jour, le vendredi 4 décembre 2009, dans les environs de 17 h. On nous a mis à la disposition de Tamba Kalas, qui était le commandant adjoint du camp Alpha Yaya à l'époque. On était tous menottés. Sur instruction des grands corps, on nous a conduits aux 32 escaliers où il nous a enlevé les menottes pour nous attacher sauvagement avant de nous jeter dans la prison en attendant que Granco n'arrive.
C'est dans cette cellule que j'ai vu Mohamed Begré et le lieutenant Fantamadi Kondi, l'ex-commandant du petit palais, couché par terre, bien ligoté, ainsi que plusieurs autres militaires. Qui vous a attaché? C'est le commandant adjoint du camp Alpha Yaya, Tamba Kalas lui-même. Vous étiez au nombre de combien? On était au nombre de 10. Pouvez-vous nous les citer? Il y avait l'adjudant Jeannot Destin, le sergent Bobo Azagblé, le sergent Alseniba, le caporal Antoine Milmono, le sergent Pagal, le caporal Mayalon, le sergent Bouakar Titi, le caporal Vincent et moi-même, l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, dit Bankole. Qu'est-ce qu'on vous a reproché? Comme Toumba a tiré sur le président, on nous a dit que c'était un coup d'État. Donc, tous les gardes des corps et proches de Toumba sont impliqués. Alors qu'on n'était pas au courant de rien du tout. Vous êtes restés pendant combien de jours attachés? Nous sommes restés attachés du vendredi au dimanche matin. Ça criait de douleur dans la cellule. Tout le monde pleurait. Et d'autres même étaient déjà morts. Granco et Tamba Kalas ont apporté une nouvelle corde. Parce que la corde de plusieurs d'entre nous s'était coupée. Ils ont demandé aux hommes de Kéboro, les gendarmes qui étaient chefs de poste, de faire sortir ceux qui sont morts. Parce que pendant les 3 jours, beaucoup de nos amis sont morts. Ils nous ont détachés pour nous attacher de nouveau. On était presque tous paralysés. Personne ne sentait ses bras. La corde avait coupé les nerfs de la plupart d'entre nous. On raconte que Jeannot et Begré sont morts en commando, en cognant leur tête contre le mur jusqu'à mort s'en soit suivi. C'est archi faux. Granco doit avoir peur de Dieu et dire la vérité. C'est archi faux. Alors, Jeannot, Destin et Begré, comment Jeannot, Destin et Begré sont-ils morts? Le dimanche 6 décembre 2009, quand ils ont fini d'échanger nos cordes en nous attachant de nouveau, Granco a instruit au chef de poste d'envoyer Jeannot Destin, Begré et moi. Il était assis sous le manguier avec Thomas et Jacques Mami. Ils nous ont détachés. Ils nous ont demandé où se trouvait Toumba et quelles sont les personnes impliquées dans la tentative d'assassinat contre le président Dadis. On avait la gorge chère. On était très affaiblis parce que du vendredi au dimanche, on n'a pas eu à manger ni à boire. Granco avait les canettes d'eau près de lui. Il a dit à Thomas de nous donner à boire. On était tous paralysés. Personne ne pouvait prendre les petites canettes d'eau minérale. Thomas a ouvert une canette. On a ouvert nos bouches pour recevoir un peu d'eau. Mais il le versait sur nos visages. On se contentait du peu qui descendait dans notre bouche. Après, Thomas a attaché Jeannot, Destin et Begré avec la méthode que les commandos chinois appellent la dernière attache chinoise. Avec cette attache, personne ne peut tenir plus de 30 minutes sans perdre la vie. On attache tes 2 coudes derrière, on attache tes 2 pieds et on tire tes pieds vers tes coudes. On fait passer la corde entre les parties intimes pour enrouler sur ton cou. Et Thomas a pris le couteau pour enlever la peau de Jeannot et Begré pour qu'il crache le morceau. Dire où se trouve, où se cachait Toumba. Thomas et Jacques Mami ont attaché Begré aussi de la même méthode. Ils les ont jetés dans la cellule.
Ils m'ont aussi attaché simplement et ils m'ont fait entrer dans la cellule. La corde qui était autour du cou de Begré était reliée à sa main et ses parties intimes. Plus il faisait le mouvement, plus la corde serrait son cou. Finalement, il a été égorgé par la corde. Aussi a succombé et la nuit, Thomas et Jacques Mami sont venus chercher leur corps, donc ils savent où ils les ont enterrés. Voilà comment Jeannot Destin et Begré ont trouvé la mort. Vous avez passé combien de temps aux 32 escaliers? Nous, les survivants, on n'était pas nombreux. On a passé 3 mois aux 32 escaliers. C'est au mois de mars, après notre audition par les hommes de Kéboro, que Tamba Gabriel est venu nous voir. Il nous a sensibilisés et nous a demandé pardon. Enfin, il nous a libérés. Parmi les 10 éléments avec qui vous étiez arrêtés à Kamsar, quels sont ceux qui sont morts en détention aux 32 escaliers? Jeannot Destin, Al-Seniba, Mayalon, Pagal, Bobo Azagbe, d'autres aussi sont morts après leur libération avec l'effet de la torture. Alors, vous venez de suivre cela avec nous. Je voudrais vous poser la question suivante. Mon capitaine, est-ce que vous mesurez maintenant l'ampleur des exactions, la chasse à l'homme et les exécutions sommaires alors, auxquelles la hiérarchie militaire s'était livrée suite aux événements du 3 décembre? C'est la question même. Oui. Bon, maître, après toute ces lectures, comme vous-même, vous avez éloquemment fait les détails, le président à l'époque, qui sur moi, ils ont tiré sur moi. Tout ce que vous venez de dire, je n'ai rien suivi. Je n'ai rien suivi. Et maintenant que vous avez su ce qui s'est passé, quel sentiment cela vous inspire? C'est une déclaration d'une personne que moi, je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Ok, et on va poursuivre au soutien de votre théorie de complot. Vous avez eu à faire état des 22 millions de la SAG. Voilà, et vous avez même déclaré ici que c'est à cause de ces montants, alors qu'on vous a évincé du pouvoir. Vous le maintenez? J'ai dit que c'est l'une des causes. Hein? Oui. L'une des causes. Ok, et par rapport à cette question, maître, oui. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne vais plus revenir là-dessus, maître. Oh, s'il vous plaît, moi je poserai des questions que vous répondiez ou pas, parce que vous en avez fait état ici, comme une preuve de complot. Vous êtes allé jusqu'à dire que vous avez également, que ni traiter votre patriotisme, oui, vous aurez... Permettez-moi. Je suis d'accord, permettez-moi. Je suis d'accord, peut-être que je n'ai pas compris. La question, c'est... Je parle des 22 millions de dollars. Oui. Voilà. Très bien. Alors, vous aviez également
déclarer ici que n'eût été votre patriotisme, vous auriez pu mettre ces montants sur le compte bancaire de vos enfants. Vous l'avez dit ici, vous le maintenez? Posez votre question, maître. Est-ce que vous le maintenez? C'est une question. J'ai été clair. J'ai dit, en dehors même de ce montant, j'aurais pu mettre, enflouer des comptes bancaires pour mes enfants. Et mon capitaine, est-ce que vous pouvez éclairer le peuple de Guinée? Si oui ou non, les 22 millions étaient destinés à vous à titre de gratification ou si c'était pour la République de Guinée? Maître, je vous ai expliqué que ce montant, quand on a amené le montant, et voilà ce qui a suivi l'argumentation. Vous venez de prendre le pouvoir. On devrait donner des montants à l'État et vous pouvez vous en servir parce que vous venez d'arriver nouvellement au pouvoir. Et ce montant a été donné. Et je les ai remerciés et j'ai surpris effectivement. J'ai montré ça au peuple de Guinée. Bon, mon capitaine, moi je vous dis que j'ai à présent toutes les pièces comptables. Ce que vous êtes en train de dire, alors n'est pas conforme à la réalité. Ces montants n'étaient ni plus ni moins que l'impôt sur les sociétés que la SAG restait devoir à la République de Guinée. Monsieur le Président, avec votre permission, et je voudrais que mon confrère m'aide également à distribuer ces pièces qui établissent que ces montants ne vous étaient pas destinés. Ces montants ont été payés sur un compte ouvert au nom de l'État guinéen et l'argent a été versé là-bas. Il y a une quittance libératoire même qui a été établie. Alors, il a été question seulement de vous présenter la preuve du paiement, mais l'argent ne vous a jamais été donné. Oui, mais je pouvais détourner ce montant. Je pouvais détourner ce montant, c'est ce que vous devrez comprendre. L'argent ne vous a jamais été donné. Je dis encore une fois, je dis encore une fois que j'avais la possibilité de détourner ce montant. Personne ne m'avait obligé de montrer ça au peuple de Guinée. J'avais la possibilité de détourner ce montant. Si vous l'avez fait, vous serez poursuivi pour détournement des deniers publics. L'argent qui est destiné au peuple. D'autres questions, s'il vous plaît. Monsieur le Président, comme il est en train de le dire, l'argent ne lui était pas destiné. S'il vous plaît, Monsieur Camara, c'est bon. D'autres questions. C'était le paiement d'une dette. Passez à une autre question, s'il vous plaît. Je continue. C'est la probité morale. Calmez-vous. Sinon, j'aurais détourné ce montant. Cela n'est pas la preuve d'un patriotisme que vous voulez faire comprendre. Une autre question, maître. Très bien. Maître, c'est vous. Vous vous calmez, monsieur Camara. Dans l'esprit. Vous vous calmez, s'il vous plaît. Calmez-vous. Continuons. Vous vous calmez, hein. Voilà. Une autre question, maître. Voilà. Et on poursuit. Mon capitaine. Et je ne sais pas si vous vous rappelez avoir déclaré ici que vous avez instruit, c'était M. Keborou, voilà, de conduire les leaders à la clinique Pasteur pour qu'ils y reçoivent des soins. Vous l'avez dit ici, vous vous rappelez? J'ai déjà répondu à cette question. Ok. Mais est-ce qu'au-delà des soins que ces leaders devraient recevoir, est-ce que les leaders en ces lieux n'ont pas été privés de leur liberté d'aller et de venir? J'ai déjà répondu à cette question
Et le procureur avait fait état d'une lecture. Donc je ne vais plus revenir sur cette question. Est-ce que ces leaders-là, pour qu'ils puissent sortir de cette clinique où ils étaient retenus contre leur volonté, il n'a pas fallu une médiation des leaders religieux qui ont été conduits dans la même nuit à votre résidence? Vous revenez sur la même question. Non, le procureur avait fait la lecture de ça. Et ce jour, j'ai dit que oui, que le procureur n'avait pas besoin d'aller jusqu'au bout de cette ligne. Il pouvait s'arrêter. Donc, Ça, je ne réponds plus à cette ça, question. c'était sur la sortie de M. Voilà, Seloudalen. c'est Seloudalen. Voilà. C'est la Ça n'a lecture rien à qu'il voir avait- avec ça. S'il vous plaît, maître, Ok, Mais- merci, monsieur le président. c'est une nouvelle question qu'il Voilà. vient de poser. Voilà. Oui. La nouvelle, Ça n'avait pas été posé par le procureur. Très bien. ouais, la nouvelle question. Il est là, il peut dire si Voilà. c'était la même question. Moi, je pose une nouvelle question. Ma question concerne tous les leaders. Et c'est la sortie de M. Seloudalen pour l'extérieur qui a fait l'objet des débats entre vous et M. le procureur. Moi, je parle de tous les leaders. Tous les leaders ont été empêchés de sortir, même de la clinique, après y avoir reçu les premiers soins. C'est ça, non? Vous êtes en train, maître, de faire des illusions. Waouh. Et par rapport à ce que vous dites, Oui. lorsque les leaders sont partis à la clinique Pasteur, Mhm. certains ont jugé nécessaire de rentrer en famille. C'est en ce moment où les religieux sont venus, les médiateurs sont venus me voir. J'ai dit clairement, s'ils savent que le soin qu'ils ont eu est largement suffisant, qu'il n'y a pas de problème. On va avancer et Monsieur le Président, moi j'avance. Il se trouve qu'il a fallu une médiation qui a été âprement menée par ces leaders religieux conduits chez vous par Koutoubou, votre ministre d'alors. Et malgré vous, vous avez donné votre accord. C'est la nuit là même, j'ai le document, Monsieur le Président. Je vais le verser au dossier pour dire que les leaders n'étaient pas là-bas en homme libre. Ils étaient tous privés de leur liberté. Ce n'est pas tout à fait. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Professeur Koutoubou Moustapha Sano a écrit un ouvrage intitulé Le CNDD, la transition et moi. Donc, il a fallu un parcours, un combat de titans pour que ces leaders-là puissent recouvrer tout le récit se trouve là. Vous pouvez Voilà. employer tous les termes de titans. Ce qui reste clair, Très bien. j'ai dit qu'il y a des personnes morales qui sont venues me voir et c'est par la suite, Ça. je n'ai pas refusé. Où est le problème? Où est le problème? D'autres questions? C'est ça, c'est leur rétention en ces lieux contre leur volonté. Voilà, ils parlent tous, hein, tous ceux qui étaient retenus. Mais ça n'engage que vous. Ok, Votre idée, votre pensée. merci bien. On peut avancer? Monsieur le Président, je voudrais terminer par la production d'un dernier document au dossier. Il s'agit d'un procès verbal de transcription. Et ce procès verbal de transcription, Monsieur le Président, sa production a déjà été précédée par des questions qui ont été posées aussi bien par Maître Yomba que par certains avocats de la partie civile. Il s'agit bien de la présence de M. Camara au Marokana. Il a été présent là-bas, tout ce qu'il a eu à faire. Vous avez aujourd'hui un agent, hein, l'un de ces agents et des renseignements qui a parlé. Alors, on l'a transcrit. Et au moment venu, et lui et d'autres, ainsi que ceux qui ont eu à conduire les camions, viendront ici, yeux dans les yeux avec le capitaine. Monsieur le Président, ils vous donneront d'amples détails.
Il s'agit de ces PV et j'en ai terminé. Je peux parler? C'est pas une question. La défense continue alors avec les questions. Moi. Monsieur le bâtonnier. Merci, Monsieur le Président. Capitaine,